Bonjour à toutes et à tous. On va laisser les dernières personnes entrant dans ce très bel auditorium du Palais du Grand Large de Saint-Malo s'installer pour vous présenter cette plénière Eureden. Merci en tout cas aux 4 intervenants. Merci également public nombreux avec un programme particulièrement chargé pour cette 4e édition du Forum économique breton et le thème qui va nous intéresser durant 45 minutes va toucher évidemment un point très important pour, je dirais, la région Bretagne, mais vraiment bien au-delà. En Alsace aussi, c'est un sujet aussi très important. Permettez-moi de vous présenter nos 4 intervenants. Merci vraiment à tous les 4 d'être parmi nous. Nous allons parler du thème suivant, construire une vision partagée de l'agriculture bretonne au service de la souveraineté alimentaire et des territoires. On va construire cette plénière en 3 temps. L'agriculture sous le feu des critiques, pourquoi et comment on en est arrivé là. Une deuxième partie, quel modèle pour demain? Et enfin, quels sont les challenges à relever? Un petit mot de présentation à tous les 4 en vous remerciant encore. Serge Lebars, merci, vous êtes le président d'Eureden. Vous êtes également exploitant agricole, vous êtes très très attaché à cela. C'est à Lignolles dans le Morbihan, les légumes, des poulettes et forcément votre groupe agroalimentaire coopératif breton est de taille. C'est 18 500 agriculteurs, 8 500 collaborateurs avec un thème que développera très certainement Arnaud Lécuyer dans un instant, le bien manger pour tous. C'est quelque chose qui est très important. Un petit mot de présentation et on va le faire avec vous 4. Lorsque l'on dit construire une vision partagée de cette agriculture bretonne au service de la souveraineté alimentaire, on est de plein pied dans un thème très sociétal, très important, fondamental pour notre région, voire pour l'ensemble des régions. Oui, déjà, effectivement, bonjour à tous. Donc les présentations ont été faites. Si je suis président des coopératives, mais je suis avant tout agriculteur, et je voulais quand même le préciser, comme beaucoup en Bretagne, une exploitation polyculture-élevage. Bon, la souveraineté alimentaire, effectivement, on en parle régulièrement, donc depuis quelques années, et encore plus aujourd'hui, c'est un thème, et puis c'est un point extrêmement important pour l'agriculture d'aujourd'hui et notre métier avant tout, donc c'est de nourrir la planète et on y attache une importance très forte dans notre métier. Merci à vous. À vos côtés, Dominique Schelcher, vous êtes le président de Système U. Vous aimez parler de coopératives de commerçants de grande distribution, indépendants. Vous êtes alsacien. C'est un réseau évidemment de magasins de proximité. C'est urbain, c'est rural. Et l'agriculture, en tant qu'alsacien, évidemment, vous touche de près. Il y a des passerelles qui sont très vives et qui existent depuis longtemps entre votre groupe, même du temps de Serge Papin, entre votre groupe et la Bretagne. C'est assez étroit. Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous. Alors, je voulais juste dire que je m'attendais à trouver un peu de fraîcheur ici, mais c'est raté. Mais ce sujet de souveraineté alimentaire est extrêmement important pour nous chez Système U de longue date. Nous avons historiquement des relations très anciennes avec de nombreuses coopératives ici et on a essayé avec le temps, et on en parlera au cours de cette discussion, de construire des choses. Moi, je voulais juste dire qu'en fait, j'ai vraiment touché du doigt, plus que jamais, au-delà de ce qu'on faisait, ce sujet de la souveraineté alimentaire pendant la crise du Covid-19, quand cette chaîne agroalimentaire a continué à produire pour les Français, mais non sans point de fragilité. Et là, j'ai touché du doigt toute son importance et puis le sens que ça avait et l'importance du travail qu'on avait à mener. À vos côtés, merci également à Arnaud Lécuyer. Vous êtes vice-président du Conseil régional de Bretagne. Vous êtes en charge de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'alimentation. C'est une appellation qui est arrivée aussi, je crois, dans cette nouvelle mandature. Quelque chose de très important. Vous êtes le maire de Saint-Potent, joueur de foot. On vous a vu sur les réseaux sociaux ce week-end avec votre club. Et vous avez gagné, donc bravo, Coupe de France. L'agriculture, j'ai tendance à dire, bien évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais je parlais du bien manger, c'est un axe qui est développé depuis de très nombreuses années par votre président Loïc Chenet-Girard. L'agriculture au centre de toutes les attentions
parce que c'est quelque chose d'important d'aller de la fourche à la fourchette, et on le verra la semaine prochaine avec l'édition 2023 du SPACE. Ah oui, l'agriculture, l'alimentation, la transformation alimentaire, c'est consubstantiel à la Bretagne. C'est ce que nous sommes, finalement. C'est un sujet qui est passionnant, mais j'allais dire que dans la période, il convient aussi un peu de dépassionner. Et je pense que c'est aussi un de notre boulot aussi de politique, c'est d'arriver à remettre l'alimentation à sa juste place. Et c'est une place qui est essentielle, qui est indispensable, qui est vitale. Et donc de lui remettre la place à la fois dans le budget des ménages, dans son accessibilité aussi auprès des ménages. C'est une place qui doit être retrouvée. Et ça doit plus être un facteur d'ajustement, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Et refaire le lien, cette connexion entre ce que l'on produit, ce que l'on consomme et ce que l'on va aussi transformer. Et ça, c'est notre boulot aussi de politique, et de rappeler aussi toute la place qu'a l'alimentation, l'agriculture en Bretagne. C'est la première région agricole de France. Je vous fais l'économie de quelques chiffres. En Europe. C'est une place forte au niveau européen parce qu'on a cette chance d'être une des premières régions d'élevage avec cette belle diversité de l'élevage. On a des savoir-faire qui nous permettent de continuer à innover, à transformer notre agriculture. On a aussi des filières qui sont organisées. Je pense là, ici, on a aussi un beau représentant avec Serge Lebars et la coopérative Eureden. On a un climat qui nous est favorable, qu'il faut aussi savoir préserver, en tout cas limiter nos impacts de l'agriculture bretonne sur ce climat. Mais j'allais dire qu'on a tous les ingrédients pour que l'agriculture bretonne elle puisse franchir les caps, relever les défis sur lesquels on l'attend. Mais n'oublions jamais que ça doit rester une agriculture de production. Merci à vous. On était dans la production avec vous, Serge Lebars, avec Dominique Schelcher dans la distribution, dans le domaine politique avec vous, et notre quatrième intervenant qui va faire un peu avis d'expert de cette plénière. Merci à vous, Sébastien Abis. Vous êtes le directeur général du Club Déméter. C'est un club qui a été fondé en 1987, qui a une longue expérience et surtout une très grande expertise de mise en réseau. Et vous dites souvent, vous, c'est de la parcelle à la planète. Oui, parce que, en fait, et c'est tout l'intérêt de voir aussi ce type d'événement parler autant d'agriculture et d'alimentation à l'instant, et il y a d'autres ateliers aujourd'hui et demain, c'est qu'en fait, si vous voulez parler à tout le monde pour des sujets qui les concernent tous les jours et tous les ans, en fait, il n'y a qu'un secteur dont il faut parler, c'est l'alimentaire, et donc l'agriculture. Parce qu'en fait, sans agriculture, pas d'alimentation. Donc en fait, je pense que le grand virage qui se joue aujourd'hui, c'est de constater que le monde entier est mobilisé sur la question agricole, que les 8 milliards d'habitants sont obsédés par l'alimentaire, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix, et que quand vous êtes un pays où il y a des agriculteurs et un système qui fonctionne jusqu'à la distribution, parce que même en cas de crise, ça tient, bah le sujet, c'est comment ça peut tenir durablement, en faisant toujours autrement, en innovant, mais en expliquant urbi et torbi que vous avez beaucoup de chance quand vous êtes en France, en Europe, pour faire de l'agriculture, parce que vous pouvez développer des choses. Et donc le comble, c'est pas de se dire que l'agriculture est sous le feu des critiques. Le comble, c'est de ne pas comprendre que c'est le secteur d'avenir. Et je m'expliquerai éventuellement là-dessus. Parce que là, on est vraiment dans le cœur de cette plénière, et je sais qu'il vous tient à cœur également de parler. Alors, il y a l'économie verte, mais il y a aussi cette économie bleue, et on parlera de la pêche, parce que nous avons aussi en Bretagne la plus grande vraiment ligne vraiment de côte, avec plus de 2750 km de côte, et dans 15 jours va se dérouler un moment très important. Ce sera à Nice, c'est le congrès national des assises de la pêche. La première question, elle est pour vous, Serge Lebars, et nous allons basculer dans la première partie avec cette agriculture sous le feu des critiques. Pourquoi et comment on en est arrivé là? Selon vous, Serge Lebars, pourquoi ce modèle agricole et agroalimentaire breton est-il aujourd'hui décrié par certains? Alors, avant de parler des critiques, je vais reprendre quand même les propos de Loïc Schneider ce matin en introduction. Il l'a dit, et des études le disent aussi très régulièrement, les Français aiment leurs agriculteurs. Après, les critiques, je les entends, on peut les entendre. Des fois, moi, je me dis, elles ressemblent beaucoup à une agriculture d'hier. Je vous dirais peut-être les années 60-70. Bon, sauf que notre agriculture, elle est diverse et variée. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites depuis de nombreuses années. Nous avons évolué en permanence et nous continuons à évoluer.
Sans doute la tête trop souvent dans le guidon, tant sur nos exploitations que peut-être nos soucis industriels également. Nous n'avons pas suffisamment communiqué, ou peut-être les consommateurs ne nous ont pas écoutés. Bon, toujours est-il que c'est un fait, et aujourd'hui peut-être c'est à nous de travailler de nouveau, de travailler sur la communication, dire ce qu'on fait. Bon, après, le dire ce qu'on fait au quotidien, c'est peut-être compliqué, mais on a sans doute quelque chose à faire dans le domaine de la communication, et on s'y attache. Bon, je prendrai des exemples. Je pense qu'il y a l'Organisation Agriculture de Bretagne qui le fait régulièrement, donc on ouvre les portes des exploitations agricoles pour montrer ce qui se fait. Mais ça devient aussi des fois un peu compliqué parce que certains producteurs ne veulent quelque part non plus, ne veulent pas ouvrir ou ne veulent plus ouvrir leurs exploitations. Mais bon, c'est un fait. Je ne sais pas si on peut dire beaucoup autre chose sur ces critiques, mais bon, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est hier. Et maintenant, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, je pense que les gens qui nous critiquent, je leur dirais plutôt, ouvrez les yeux sur ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'en termes de production agricole, il y a eu énormément de travail dans cette fameuse transformation. Le grand public ne le voit peut-être pas forcément, cette évolution aussi favorable. Après, on ne s'est peut-être pas rendu compte de l'éloignement des citoyens de notre métier, je ne sais pas, d'un certain méconnaissance de notre métier. Mais toujours dit qu'il y a énormément de choses de faites dans tous les métiers, que ce soit en production végétale ou en production animale. Bon, on parle de bien élever, bien nourrir, bien cultiver, énormément de choses de faites. Bon, après, nous, on communique à notre hauteur en tant qu'agriculteur ou la coopérative. Et puis après, je pense que les organisations économiques qui sont autour de nous le font aussi. Bon, je me retourne vers la distribution. Tout le monde fait sa part. Maintenant, sommes-nous suffisamment écoutés ? Je ne sais pas vous dire. Vous ne voulez pas oublier, Serge Lebars, que cette agriculture bretonne a surtout permis de devenir un peu le garde-manger de la France. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, effectivement. Donc, déjà, dans un premier temps, je pense que la Bretagne, un certain retard qu'on pouvait avoir, c'est le dynamisme de notre agriculture qui a permis de devenir la Bretagne ce qu'elle est aujourd'hui. Tant l'agriculture que nos outils agroalimentaires ont contribué donc à la dynamique de la Bretagne d'aujourd'hui. Et après, il a été cité tout à l'heure, la Bretagne, nous sommes comme quelque part le garde-manger de la France. Et il y a de la fierté à exercer ces professions. Mais bien sûr. On parlera peut-être aussi du renouvellement aussi des agriculteurs, parce qu'il y aura beaucoup de départs, ça a démarré, et c'est un des axes aussi forts de la région Bretagne. Arnaud Lécuyer, vous allez nous en dire aussi un mot. Avant cela, pour la région Bretagne, l'agriculture et l'agroalimentaire, ils sont vraiment importants, indispensables, et durant le Covid, on a vu que ils ont permis aussi de soutenir, de maintenir notre économie, il ne faut pas l'oublier. Oui, on parlait de première ligne, de deuxième ligne. Je ne sais pas si on était sur ces notions-là, mais en tout cas, les agriculteurs, les agricultrices en Bretagne, les entreprises de l'alimentaire ne se sont pas posées de questions. Et je rejoins aussi la distribution. On ne s'est pas à un seul moment posé la question de savoir s'il fallait arrêter, continuer, passer un jour sur deux. Non, on a continué. Voilà, et tant mieux. Je pense que l'agriculture bretonne, elle a joué pleinement son rôle. Elle n'a pas vocation à nourrir la France entière, l'Europe entière, mais elle doit prendre sa part. Et prendre sa part, c'est assumer, notamment sur les questions d'élevage, que l'on a une responsabilité particulière. 3,4 millions de Bretons, on produit pour aller 18-20 millions de Français, de Françaises ou d'Européens. Et on a une responsabilité particulière parce que ce que nous faisons en Bretagne, sur la volaille, sur le cochon, sur le lait, sur éventuellement les bovins allaitants. Je vais faire de l'extension sur les régions, sur le secteur légumier. Si on ne le fait pas chez nous, je ne sais pas quelle région française pourra le faire. Parce que j'ai évoqué le climat tout à l'heure. Le climat ne nous permettra pas, en France, de réintroduire de l'élevage dans des régions qui le voient disparaître. Et deux, il y a ce sujet de l'acceptation sociale de l'élevage qui aujourd'hui est parfois remis en cause. Et là, on a un vrai travail à faire. Et c'est aussi un boulot politique de rappeler ce qu'est la ferme bretonne. Une ferme aujourd'hui avec 100 vaches, c'est pas du délire. 100 vaches, c'est une ferme normale en Bretagne. Une ferme avec 100 hectares, c'est une ferme normale. J'ai rencontré le président de la Fédération régionale d'agriculture biologique en Bretagne. Il a un peu plus de 100 hectares. Et il fait de l'agriculture bio.
Et je pourrais citer des exemples de fermes maraîchères, d'élevage qui ont... La vraie difficulté, c'est d'arriver jusqu'aux citoyens consommateurs, d'arriver jusqu'aux médias aussi parfois, qui raisonnent en kilos ou en grammes pour leur alimentation, quand nous, on va parler en tonnes. Quand on va parler en mètres carrés pour son logement ou son terrain, et on va parler en hectares ou en centaines d'hectares pour l'agriculture. Donc il y a une question d'échelle, et qu'effectivement, avoir un certain nombre, des milliers de volailles dans un poulailler, ça peut paraître choquant pour certains, mais c'est aussi une réalité. Et je pense qu'on a ce besoin d'aller réexpliquer ce qu'est l'agriculture. Et ça ne veut pas dire qu'on va être... on peut être performant d'un point de vue environnemental, on peut respecter le bien-être animal, on peut respecter des conditions sociales et des conditions salariales de travail. Ce n'est pas une problématique que l'on se pose. Il n'y a pas d'injonction contradictoire de ce point de vue-là. Il faut juste ramener, je vais dire, et je l'ai dit tout à l'heure, dépassionner le débat qui est un enjeu, c'est vrai, passionnant. Et dans votre feuille de route et à celle du président Loïc Chéné-Girard, il y a cette volonté d'installer de jeunes agriculteurs. Ça, c'est une volonté d'en installer 1 millier par an ou... L'objectif, on l'avait posé au moment des élections régionales avec le président Chéné-Girard, c'était 1000 installations. Alors, je ne vous cache pas, il y a un chiffre politique des 1000 qui avait vocation à marquer. Ça a été réussi, je pense. Mais c'est surtout qu'au regard de la conjoncture agricole et des projections de départ en retraite, avec 1000, on sera en dessous des départs en retraite. Donc on sera, je vais dire, on est presque sur un objectif qui est bas. Donc il y a un côté indispensable pour nous. Et puis, tout simplement, c'est la vocation aussi de production de la Bretagne, la vocation alimentaire, et que tout ce qu'on se dit sur l'alimentation, tout ce qu'on se dit sur la transition agroécologique, tout ce qu'on se dit sur l'impact de l'agriculture sur le climat, on ne le fera qu'avec les nouvelles générations. S'il n'y a pas de nouvelles générations qui arrivent, qui prennent le relais, des femmes, des hommes plus ou moins jeunes, eh bien, avec d'horizons divers, eh bien, finalement, ces défis-là, on ne les relèvera pas. Et par contre, d'autres pourront prendre le relais dans des conditions de production, de qualité sanitaire. On ne parle plus de sécurité alimentaire parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui complètement, on va dire, derrière nous pour une large partie des Français. Mais dès qu'on a un scandale qui touche une entreprise alimentaire ou agroalimentaire qui se retrouve ensuite dans la distribution, ça fait des gros titres. Ce sont les trains qui n'arrivent pas à l'heure. En Bretagne, on a la chance, c'est que les trains arrivent plutôt à l'heure et que nos entreprises de l'agroalimentaire sont hyper respectueuses de ces questions-là. Mais qui, ailleurs dans le monde, est capable d'assurer, je prends la transformation laitière, qui, ailleurs dans le monde, est capable d'assurer une qualité, une traçabilité sanitaire aussi performante que ce que l'on fait en Bretagne? Je veux bien aller regarder ailleurs. Voilà, c'est pas la gloriole, sauf que ça, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça se paye. C'est considéré comme de l'acquis. Dominique Schelcher, on va vous entendre sur ce sujet agri-agro et on a bien compris qu'il vous tenait particulièrement à cœur. Pour vous, on a forcément besoin d'agriculteurs et d'une agriculture toujours meilleure. Ça, c'est un peu un créneau fort pour vous ? Bien évidemment. Qu'attendent nos clients ? Déjà, nos clients, ils mangent finalement beaucoup de produits bretons, parfois peut-être sans le savoir. Parce que moi, avec ma lecture que j'ai de où se fournit Système U en France, on se fournit évidemment dans le bassin de production de l'Ouest, où il y a les principales grandes productions françaises, et particulièrement en Bretagne. Donc dans notre assortiment, dans notre offre, avec les marques des produits bretons, avec notre propre marque, la marque U, qui est faite par les coopératives bretonnes, en partie par des PME aux quatre coins de la France, ça vient beaucoup de l'Ouest, donc les gens mangent beaucoup breton. Premier point. Ensuite, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent beaucoup, d'abord, un sujet de savoir quelle est la qualité du produit qu'ils mangent, quelle est... d'où vient-il exactement ? Et par exemple, pendant la crise du Covid-19, il y a un critère d'achat qui s'est fortement développé, c'est celui du près d'ici, en fait. Près d'ici. On va dire le label
origine locale, régionale est le premier critère d'achat aujourd'hui des Français. Et donc derrière ça, il y a des agriculteurs, et donc il faut faire le lien avec ça. Mais je rajoute un point, c'est que à tous ces critères-là, qualité, origine, proximité, fiabilité, etc., et que fournit la production bretonne, il y a évidemment aussi le sujet du prix. Et donc cette offre-là doit rester en même temps accessible, et Dieu sait, en cette période d'inflation, que c'est devenu le premier critère d'achat. Donc c'est cette équation-là complexe qu'on doit tous ensemble résoudre. Parce que c'est défendu, c'est partagé par tous, le bien manger, mais il faut qu'il soit aussi accessible au plus grand nombre. Absolument. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaie particulièrement de faire à travers notre marque U. La marque U, ce sont 6000 produits essentiellement alimentaires qui portent nos engagements. Ces engagements, c'est quoi? C'est traitons, on a enlevé les substances controversées d'un certain nombre de recettes et on a contractualisé, mais ça, on en parlera tout à l'heure, sur c'est quoi les voies pour trouver des solutions ensemble, notamment avec les producteurs, pour faire des choses durables dans le temps, garantir un revenu et puis une qualité aux consommateurs. Parce que, juste dernier point, ce que je retiens beaucoup aussi de ces années, mais là peut-être M. Abyss va pouvoir aussi nous éclairer, on quitte un monde d'abondance et on rentre, en tout cas pour nous, dans un monde de rareté. Je m'explique. Avant la crise du Covid, on avait en moyenne, on va dire, 2% de rupture de produits chez Système U. Aujourd'hui, là, au jour où je vous parle, on en a 10%. Et chaque fois pour des raisons différentes. Une fois, c'est l'huile en raison de la guerre en Ukraine qui manque. Une fois, c'est la graine de moutarde parce que le Canada était en intempérie. Et là, dans les prochains mois, ça va être le jus d'orange qui va manquer. Et donc ça, c'est une dimension nouvelle, lourde, importante. Et on en a, Dieu sait, déjà parlé ensemble avec vos aléas climatiques à vous, maintenant même en Bretagne. C'est une autre dimension qu'il faut résoudre. Vous pensez qu'on a juste, dernière question, puis justement on va voir avec vous l'abondance versus rareté. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec la Covid, avec les crises qui se sont succédées, que l'on a touché un peu les limites de la mondialisation? Mais complètement, complètement. À travers un exemple, la graine de moutarde illustre parfaitement les limites de la mondialisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on s'est rendu compte que en fait, l'essentiel de la graine de moutarde est produit au Canada. Le Canada a subi des intempéries et la production de graines a été exécrable et on n'a pas pu livrer la planète avec cette graine de moutarde. Mais si on avait gardé des bassins de production de graines de moutarde au Canada, mais en Europe, un petit peu ailleurs, ben voilà, si un continent est touché, les autres continents ne le sont pas. Donc ça, on l'a parfaitement touché du doigt. Mais on l'a touché aussi avec la guerre en Ukraine. On s'est tous rendu compte, je ne vais pas refaire le film, que énormément de production venait d'Ukraine ou de ce secteur-là, qu'à partir du moment où les routes étaient coupées, très vite, ça manquait dans nos rayons. L'exemple parfait, c'est l'huile. Donc oui, je pense que cette mondialisation arrive au bout. Et moi, mon message aujourd'hui, de toute façon, c'est que pour toutes ces raisons, j'ai cité l'inflation, j'ai cité la rareté, et bien sûr, il y a la toile de fond qui a déjà été abordée ce matin ici, de la transition écologique. On est en train de changer de système et on doit tous ensemble écrire le nouveau logiciel pour faire fonctionner ce système. Merci. Sébastien Abyss, justement, vous êtes un peu en termes de rôle d'expert sur ce que l'on vient de dire, et Dominique Schelcher, entre vraiment cette abondance qui n'est plus, cette rareté qui est en train de se mettre en application dans bon nombre de produits. Quel est votre regard et votre expertise? Je vais faire très simple. D'abord qu'il faut absolument faire prendre conscience aux citoyens, et donc c'est à la fois la responsabilité du monde agricole, mais surtout du monde politique et des médias, et de nous tous, d'expliquer que l'inflation alimentaire est une très bonne nouvelle. Parce qu'une alimentation pas chère n'a aucun sens pour la souveraineté alimentaire, la vitalité des territoires, le renouvellement des générations agricoles et la résilience de chaînes stratégiques qui, passant de 2 à 10% de rareté, montrent bien que le pouvoir il est plus dans les champs que dans les rayons. Ça veut dire qu'il y a des responsabilités à partager. Ça veut dire que si on va dans un monde où entre le climat, la géopolitique, les nouvelles mondialisations, les nouvelles tensions, les innovations, on va devoir demain expliquer qu'au-delà
au-delà du fait qu'on doit arrêter de dire que l'agriculture, c'est le passé. Hein, je l'ai dit, c'est l'avenir. Mais il faut aussi expliquer que l'agriculture de l'avenir, ça ne va pas être l'agriculture du siècle dernier, bis repetita. On n'est pas dans le même contexte, on n'a pas les mêmes outils, il n'y a pas les mêmes aspirations. Il y a des nouvelles générations qui vont inventer une agriculture dans ce pays ou en Bretagne dans 10 ans qui n'aura strictement rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça veut dire que toute la chaîne là, dont on parle, entre la responsabilité politique qui doit mettre de la cohérence normative dans tout ça, parce que le sujet de la pause réglementaire, ce n'est pas la pause réglementaire pour défaire, c'est mettre de la cohérence et de la constance dans les politiques publiques pour permettre aux opérateurs de l'ensemble de la chaîne, producteurs agricoles jusqu'aux distributeurs, de faire en sorte que le sujet qui concerne tout le monde soit un sujet qui embarque tout le monde et sur du près d'ici, pourquoi pas, mais aussi avec d'autres ailleurs, parce que je crois même qu'en Bretagne, on consomme des produits venant d'autres régions françaises, parfois avec des bulles pour des fêtes, par exemple. Citons un exemple. Mais nous avons besoin de faire des combinaisons. Donc moi je pense que ce qui vient d'être dit est extrêmement illustrant puisqu'on voit que le secteur agricole d'aujourd'hui ne fait pas comme avant, ne veut pas demain faire la même chose qu'aujourd'hui. On entend les distributeurs expliquer une prise de conscience depuis 2-3 ans sur le fait que l'agriculture est clé, que la production est décisive. Donc ils doivent expliquer aussi au pouvoir public que produire en France c'est bien, que produire des choses qui se touchent c'est pas mal, que faire des stocks c'est bien et tant pis si on va tuer le toyotisme. Hein ? Faire des stocks, c'est bien, mais ça coûte. Mais il y a des stocks qui sont plus stratégiques que d'autres. Et encore une fois, le consommateur, in fine, doit comprendre que s'il veut trouver un juste prix, le juste prix à Système U ou ailleurs, après, il appartient à chacun de savoir comment on s'engage. Le juste prix de l'alimentation, c'est celui qui est bon pour la santé des gens, c'est celui qui est bon pour la durabilité sur la planète, c'est celui qui est bon pour la vitalité des territoires et pour le revenu des producteurs. Je redis, et je pense qu'il faut être très clair là-dessus et pas zigzaguer. Plus de souveraineté alimentaire en France demain, c'est plus de production, ou pour le dire autrement, espérer pouvoir produire autant qu'aujourd'hui en raison des contraintes climatiques. Deuxième chose, des agriculteurs et des industries, pas l'un ou l'autre, les deux, parce que la plupart des produits qu'on consomme sont transformés, n'en déplaise à ceux qui expliquent qu'il faut des produits naturels, il n'y a quasiment rien qu'on mange sans transformation. Et ça veut dire qu'il faut expliquer dès le plus jeune âge, et là j'en appelle aussi aux responsables politiques, d'imposer de l'éducation alimentaire dans les écoles. Il n'y a pas de place dans les programmes, il y a plein de places dans les cantines. Vaut mieux investir dans la cantine scolaire que faire des ronds-points tous les 100 mètres dans les villes, Saint-Malo comprise. Voilà des propos qui ont porté avec la salle qui réagit. Dominique Schelcher, vous souhaitiez faire un prolongement ? Oui, pour réagir sur la question du juste prix. On touche actuellement un point important. Cette inflation, l'inflation alimentaire est de 21% sur 2 ans à date. Elle rend les produits pour un certain nombre de Français, je parle d'un tiers des Français, en partie inaccessibles. Il y a des gens aujourd'hui dans ce tiers de Français qui sautent des repas parce qu'ils ne peuvent plus se payer leur repas. Et des étudiants, des fois, qui passent des journées sans manger. Des étudiants particulièrement. Donc, oui, nous avons réussi une chose en France ces dernières années, et le président de coopérative le dira en partie aussi, je pense. Avec la loi Egalim, on a réussi à améliorer en partie le revenu de certaines filières agricoles parce que dans les négociations, cette partie-là est préservée. Et aujourd'hui, c'est quand même reconnu, on a fait des avancées, etc. Mais aujourd'hui, on arrive à une inflation que certains Français ne peuvent plus se payer. Donc il va falloir faire preuve d'une pédagogie gigantesque, tous ensemble, pour faire comprendre ce sujet-là. Ça commencera, je suis tout à fait d'accord, à l'école, parce qu'il y a plein de choses que les jeunes ne savent plus. Je vais vous donner un exemple. Il était beaucoup question de l'aide alimentaire. Je croisais il y a peu de temps le président des banques alimentaires qui me dit la chose suivante. Dans un de nos centres, on a récupéré une palette de choux-fleurs qui venait sans doute de Bretagne. Les gens, lors de la distribution, n'en voulaient pas parce qu'ils disaient « mais je ne sais pas comment cuisiner ce truc-là ». Voilà où on en est. Il y a de la pédagogie à faire. Et ça peut être une réponse à l'inflation aussi. Donc on a un défi gigantesque de pédagogie, de trouver le bon équilibre, avec un risque, disons-le tout de suite, il n'a pas été dit, mais il y a un risque là-dedans, auquel Système U ne contribuera pas parce que ce n'est pas notre politique, on soutient évidemment l'origine France, c'est un risque d'importation de nourriture et d'aliments étrangers
moins cher, avec des cahiers des charges moins compliqués. Et je peux vous dire, pour observer le marché français, que ça a malheureusement, dans cette période d'inflation, déjà commencé. Merci en tout cas pour ces propos. On va glisser à présent dans un thème numéro 2, à savoir quel modèle pour demain. Serge Lebars, on est vraiment impatient de vous entendre parce que, en tant que groupe coopératif agroalimentaire majeur en Bretagne, vous avez une véritable vision pour l'avenir et vous dites souvent que la vision de Reden, eh bien, c'est tout simplement celle des agriculteurs. Oui, effectivement. Donc la vision de Reden, c'est celle des agriculteurs et des agricultrices. Hein. Je pense que c'est la première chose avant tout. Et puis après, c'est la demande de la société, la demande des consommateurs. Et puis quand j'entends M. Schellcher, effectivement, de toute façon, on ne peut mettre en place que le consommateur achète. Et puis c'est aussi le travail de distributeurs de quelque part de venir vers nous. On fait des contrats, on fait des choses en lien depuis un petit peu de temps sur ce domaine-là. Et après, c'est une agriculture plurielle, durable, hein, et c'est pour un devenir serein des exploitations agricoles. Après, une chose qu'on voit depuis quand même quelques temps, c'est pas produire plus, c'est quelque part on produit moins. Et de toute façon, le schéma est vers là aujourd'hui. On voit quand même les productions d'une règle générale les unes après les autres, notamment en production animale. On voit quand même des baisses significatives. Donc c'est produire moins et sans doute produire mieux. Oui, parce que mieux, c'est un peu, ou bien, c'est un terme qui est très important. Il faut mieux élever, mieux cultiver, mieux transformer. C'est vraiment l'enjeu de demain. Oui, enfin, je l'avais cité, puis vous le citez de nouveau, effectivement. De toute façon, on le dit nous très régulièrement chez nous. Hein. Et puis, bon, c'est aussi l'ambition de la région, c'est produire mieux, effectivement, c'est bien élevé, c'est un ensemble de choses. Et puis après, c'est aussi nos outils industriels. On a un savoir-faire quand même en Bretagne dans le domaine de la transformation, des outils industriels qui sont proches des bassins de production. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on a les atouts donc en Bretagne pour une production de qualité. Bon, certes, sans doute un volume un peu en baisse. Dominique Schellcher, si je vous dis que le projet semble-t-il en adéquation avec les attentes des consommateurs, ce fameux modèle de demain? C'est ce que les consommateurs attendent. Encore une fois, ils attendent de manger mieux, plus sain, mais encore une fois à un prix accessible. Donc nous, il faut qu'on trouve le bon équilibre. Et le bon équilibre chez Système U, on essaie de le trouver comment? Avec ce qu'on fait avec Eureden, et je vais vous donner plusieurs exemples. Ce sont les fameux contrats tripartites. Un contrat tripartite autour d'une production, c'est quoi? Par exemple, pour la baguette bretonne qui est présente dans 115 de nos magasins en Bretagne, nous avons contractualisé avec la coopérative Eureden un blé breton qui a un certain cahier des charges. Par exemple, pas d'insecticides de stockage, c'est un peu technique, etc. Mais voilà un cahier des charges très précis, bien sûr une origine bretonne, en contrepartie d'un prix rémunérateur qui est un peu supérieur au cours habituel du marché. Et ça, on l'a signé sur 3 ans. D'accord ? Voilà. Ils sont autour de la table la coopérative, nous, mais aussi le minotier qui transforme le blé en farine, et ainsi qu'un autre acteur qui, pour les magasins qui n'ont pas de boulanger eux-mêmes, qui fabriquent basse farine, qui font les pâtons surgelés que d'autres peuvent cuire. Cette baguette a un énorme succès. Elle parle aux gens. Elle est un peu plus chère que les autres, mais elle est de grande qualité. Et là, on a une histoire complètement gagnante. Ça, c'est l'exemple même de ce qu'il faut produire. Et j'ai des collègues dans la salle qui me disaient encore il y a un instant, quand ils ont cette baguette en face d'une baguette premier prix, donc d'un cran en dessous, bonne mais d'un cran en dessous, eh ben les gens préfèrent la baguette bretonne qui raconte une histoire. Eh ben c'est ça l'exemple pour moi des produits qu'on doit réussir demain. Serge Lebars. Ouais, je voulais réappuyer un petit peu sur ce qui vient de dire. Effectivement, donc Reden, on travaille depuis déjà quelques années sur la contractualisation. C'est quelque chose d'extrêmement important. On a besoin de donner de la lisibilité à nos exploitations. Donc c'est extrêmement important de pouvoir faire des contrats comme on a fait avec Système U, avoir de la lisibilité pour les producteurs quand on va chercher un investissement, quand on va à la banque, chercher des sommes quand même significatives. Pour les producteurs, on a besoin de connaître les prix et puis connaître la durée. C'est extrêmement important. Donc c'est bon, on a fait effectivement quelques contrats comme ça. Et puis l'agriculture de demain, je pense qu'il ne faut surtout pas arrêter. Il faut continuer à faire des contrats. Voilà. Un deuxième exemple, le porc. Les barquettes de jambon à la marque U, qui sont bleu blanc cœur, sont issues
d'un contrat port-confiance, également avec Eureden, mais 2 autres coopératives pour répondre à la demande. Là, il y a un intérêt pour l'agriculteur, il y a un intérêt pour le consommateur, mais il y a aussi un intérêt pour nous. Je vous donne un autre exemple. Quand une année, Eureden n'a pas assez de quantité dans un domaine, et il dit, ah ben là, j'aurai pas ce légume-là pour tout le monde. C'est déjà arrivé, souvenez-vous, on en a discuté. Eh ben Eureden, il va faire quoi? Il regarde qui a contractualisé de manière intelligente avec lui, qui travaille avec lui depuis le plus longtemps, et il va dire, eh ben voilà, maintenant, pour cette quantité de marchandises que je n'ai pas pour tout le monde, je choisis lui et lui. Et une année, je me souviens bien, on en avait parlé au téléphone, le choix était sur Système U parce que ça faisait 30 ans qu'on travaillait ensemble et qu'on travaillait bien. Voilà, donc tout le monde est gagnant dans ce type de collaboration-là. Arnaud, un mot quand même sur le modèle d'aujourd'hui. C'est le modèle de demain ou les modèles de demain pour l'agriculture en région? En tant que social-démocrate, moi je me félicite de quelque chose qui s'appelle la contractualisation. Prix, quantité, durée, et derrière il y a la confiance. Et ça c'est quelque chose, il faut le dire, c'était pas forcément naturel, en tout cas pas partout dans le monde agricole. Contractualisation, c'est pas encore entré dans toutes les têtes. Sur certaines filières plus que d'autres, mais je crois que c'est une question de sécurité. On est quand même entre le producteur, les entreprises de l'alimentaire de transformation et le distributeur, on a quand même été sur le milieu qui est sans doute le plus libéral dans ce qui s'appelle dans les relations commerciales. Donc remettre de la contractualisation, c'est plutôt quelque chose qui va être à même de rassurer du début à la fin du producteur jusqu'au consommateur et en passant par tous les intermédiaires. Donc ça, c'est quelque chose que nous, en tout cas en région Bretagne, on encourage. Ça sécurise sur le prix, ça sécurise, vous l'avez dit aussi, sur des quantités. Ça peut sécuriser aussi sur un encouragement aussi à aller sur des produits de qualité, à prendre des engagements environnementaux, de transition agroécologique qui prennent nécessairement plus de temps, qui peuvent avoir du risque avec des périodes où aussi le climat est déréglé d'un côté et bouleversé et changé profondément de l'autre. Il y a un besoin de sécurisation et travailler sur la durée. Ça, c'est quelque chose qui est important. Travailler en sérénité et en confiance. Sur cet aspect, quel modèle pour demain? Le mot de la fin pour cette seconde partie avec vous, Sébastien Abyss. Comment vous le voyez, ce modèle? D'abord, redire que les consommateurs doivent accorder un prix à leur valeur. Ça commence dans l'alimentaire parce que, comme c'est fait tous les jours, plusieurs fois par jour, ça a un impact. Et il y a beaucoup de travaux d'économistes aujourd'hui sur le prix de nos valeurs qui montrent bien qu'on accorde beaucoup de valeur à certains produits sans passer à la caisse. Et j'entends bien, évidemment, toute la problématique pouvoir d'achat, capacité à... mais encore une fois, voilà, il y a un énorme travail pédagogique. Je suis ravi d'entendre ce qui vient d'être dit. L'autre chose, c'est combiner les solutions, combiner les acteurs, la contractualisation, mais aussi combiner les échelles. C'est-à-dire que la Bretagne, le modèle breton, c'est aussi dans un pays qui s'appelle la France. On nous parle beaucoup en ce moment de faire nation, globalement. Et la France, c'est aussi en Europe. Et dans une mondialisation qui est peut-être à repenser, régionaliser, etc. Mais elle n'est pas complètement morte non plus. On n'a pas de planète B. Hein. On ne peut pas s'échapper quand on est breton sur une autre planète. On est et en France, et en Europe, et dans le monde. Donc je pense que c'est la combinaison des échelles et des temporalités, y compris ce qui a été dit tout à l'heure qui est important, c'est-à-dire que le politique, les médias, des consommateurs comme moi, en gros, on est soucieux de ce qui va se passer d'ici ce soir. Et parfois, on a même des politiques, pas vous, mais qui prennent des décisions le soir en fonction du fait divers du matin, versus des entreprises et un monde agricole, des acteurs économiques qui ont un raisonnement long terme. Donc il y a à la fois le jeu des échelles, mètres carrés versus hectares, ou 3 chats à la maison versus 500 bêtes à la ferme. Alors évidemment, tout ça bouscule les états d'esprit, mais il y a aussi un choc de temporalité. Et au moment où on reparle, faire ensemble, réindustrialiser, compétition, production locale, etc., c'est aussi tout ça qu'il faut raconter. Et je voudrais juste dire un mot sur ce qui vient d'être évoqué sur la confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je crois qu'il faut arrêter de perdre du temps avec les radicaux qui veulent détruire l'agriculture, l'économie, la France, la République, les valeurs, tout ce qui fonctionne. Perdons pas de vue avec les radicaux, ils sont inconvertibles. Il faut passer du temps avec 99,99% des gens qui se posent plein de bonnes questions, qui ont envie de voir des choses se faire autrement demain. Et l'agriculture de demain, elle va devoir se décarboner.
elle va devoir augmenter la performance santé des productions, elle va devoir raconter encore plus d'histoires, etc. Et c'est tellement complexe à faire tout ça qu'évidemment, il faut jouer collectif. Et en tout cas, Sébastien Abyss, vous nous avez amené sur la troisième et dernière partie, un peu cette projection, conclusion et surtout quel challenge à relever. Il nous reste 10 petites minutes maximum, ça passe trop vite avec vous quatre. On va essayer de voir justement quels sont, en fonction de vos différentes branches, vos challenges. On va commencer avec vous, Serge Lebars. Bon, un des défis, notamment, c'est concilier l'agriculture bretonne avec la société. Hein. Et bon, sur ce fait, après, il y a de l'humain, il y a de l'environnemental. La partie humain, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'installation. Le renouvellement de génération, c'est un sujet extrêmement important. Donc, on se doit d'attirer les jeunes, issus ou non du monde agricole. Je pense qu'il faut des jeunes pour faire vivre notre métier. Bon, à l'heure où on parle aujourd'hui beaucoup, excusez-moi, de RTT, de télétravail, prendre la décision d'être agriculteur 365 jours par an, c'est une décision difficile. Bon, il est vrai que les modes de travail ont évolué énormément. On a aujourd'hui des formes sociétaires, on a le salariat qui permettent de prendre des congés, avoir une vie familiale beaucoup plus proche que celle du passé. Néanmoins, il faut quand même argumenter pour que les jeunes viennent nous voir. On a un métier... on est au grand air tous les jours, on travaille avec du vivant, c'est de la terre, c'est des animaux. Puis moi je dirais simplement en 2 mots, moi je me suis installé avec passion et j'ai fait mon métier avec passion. Et Eureden, on travaille à tous les jours donc pour accompagner des jeunes et puis c'est les accompagner aussi dans un métier où ils trouveront non seulement l'aspect familial mais une certaine rentabilité et puis écoutez, un salaire... comment je dirais, un salaire honorable pour le travail engagé. Merci Dominique Schelcher. Un peu en guise de conclusion, difficile de faire tout en mieux, mais au prix le plus bas. Absolument, on est devant une équation extrêmement difficile. Moi, j'ai vraiment un point d'alerte aujourd'hui, c'est chez nous, en général dans le métier, une baisse de volume face à l'inflation. Ça veut bien dire qu'il y a un certain nombre de Français qui sont en difficulté. Et ma crainte dans cette période, c'est que la part consacrée à l'alimentaire dans le budget, qui est environ tout compris aux alentours de 15-16%, puisse baisser par arbitrage au profit d'autre chose. Et donc moi je pose la question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre un plus petit abonnement Netflix ou pour le téléphone, je ne sais pas quoi, mais consacrer une part un peu supérieure à l'alimentation pour qu'on paye le juste prix et qu'on donne la juste rémunération aux agriculteurs. Donc voilà l'équation. Derrière ça, il y a un sujet de pédagogie fondamentale. Je prends un exemple. Nous soutenons depuis 3 ans maintenant les Journées nationales de l'agriculture. Au mois de juin, l'idée, c'est de faire de ces journées les journées du patrimoine du monde agricole en région. Donc l'année dernière, c'était 1200 portes ouvertes dans des fermes, dans des magasins aussi, pour mettre en relation les agriculteurs et les Français. Et quand les gens sont en contact, qu'ils se parlent, qu'ils comprennent le métier, etc., ça change tout. Et les gens derrière sont prêts à payer le juste prix. Donc ça me paraît fondamental. Et dernier point, si on prend beaucoup de recul et qu'on pense à l'avenir, il faut absolument ramener l'alimentation dans la formation à l'école. C'est un combat qu'on mène avec d'autres auprès du ministre de l'Éducation nationale. J'espère que ces lignes-là bougeront parce que ça commence par là. Merci Arnaud Lécuyer. Un mot de conclusion sur vos challenges à relever au niveau de la région Bretagne. Les challenges, je les ai évoqués, c'est le renouvellement des générations, c'est et Serge l'a évoqué, c'est ce par quoi tout va passer. S'il n'y a pas d'agricultrice, s'il n'y a pas d'agriculteur, tout ce qu'on s'est dit autour de cette table ronde, vous pouvez bien l'effacer de votre mémoire. Parce que finalement, c'est la base. L'agriculture et les femmes et les hommes qui le constituent, c'est la base. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à donner envie, il faut qu'on arrive à sécuriser. Ça peut passer par des outils de contractualisation. Ça veut dire aussi adapter notre regard sur l'agriculture, penser qu'on va faire le même métier qu'a fait mon père dans les années 80 en lait 7 jours sur 7, 365 jours par an, sans prendre de vacances pendant plusieurs années de suite. C'est plus possible et c'est même pas souhaitable. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on adapte aussi notre vision de l'agriculture. Et je pense que de ce point de vue-là, on a des beaux modèles de travail en coopérative, de travail avec des coopératives d'utilisation de matériel agricole, des ETA, travail avec des salariés. On est sur aussi une attractivité du métier qui est en train de bouger. Donc renouvellement des générations, c'est à mon avis par là que tout passe. Ensuite, c'est d'arriver à faire en sorte que l'agriculture bretonne
et française finalement, elle arrive à être résiliente, non seulement au niveau du changement climatique, donc c'est-à-dire en adaptation, mais également en adaptant ses modes de production, ses modes d'élevage pour avoir le moindre impact sur le climat. Ça, c'est un enjeu sur lequel l'agriculture ne peut pas se détourner. Être aussi moins sensible à toutes les conjonctures internationales. Aujourd'hui, il n'y a rien de pire pour un agriculteur que de se lever le matin, d'allumer sa radio ou sa télé ou de lire son journal et de se dire qu'est-ce qui va faire qu'à l'autre bout du monde, mon métier va être impacté. Si vous commencez votre journée en vous disant que ce n'est pas le boulot que vous allez faire dans la journée qui va faire que vous allez gagner votre vie et que c'est plutôt ce qui va se passer en Ukraine, en Australie, au Canada ou en Amérique du Sud, ça, il n'y a rien de pire. Donc ça veut dire qu'il faut se sécuriser sur nos approvisionnements, sur l'autonomie, travailler sur l'autonomie protéique, travailler également sur l'autonomie énergétique pour réduire cette part d'incertitude et de fluctuation mondiale. Enfin, c'est d'arriver à concilier ce que certains appellent des injonctions contradictoires, c'est tout ce qu'il y a autour de l'alimentation, du bien-être animal, de l'environnement, du bien-être social. Moi, je pense que ceux qui posent ces enjeux-là comme étant contradictoires, c'est à dessein. Ça veut dire qu'ils pensent pertinemment qu'on ne peut pas atteindre un objectif sans détériorer les autres. Et moi, mon combat, c'est de dire que ces objectifs peuvent être atteints tous ensemble. C'est même une nécessité, mais ça nécessite de prendre un petit temps de réflexion, ça nécessite de prendre de la distance, de ne pas être dans quelque chose qui va être dans la réaction à chaud et dans des formes de radicalité qu'évoquait Sébastien Abyss. Et peut-être terminer par cet objectif, entre l'objectif de production qu'on assigne à l'agriculture et celui de l'alimentation et de notre consommation. Un des objectifs, vous l'avez rappelé, c'est de bien manger pour tous, mais vraiment pour tous. C'est-à-dire ne pas laisser des personnes de côté. Et vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, il y a des moindres consommations parce qu'il y a des choix qui sont faits, des choix budgétaires. Et ça, je peux vous assurer que c'est révoltant. Des gens qui sautent des repas, des gens qui consomment beaucoup moins par contrainte, ça, c'est terrible. Et quand on regarde le budget des ménages, vous avez eu raison, c'est 15-16%. Alors pour les ménages les plus pauvres, ça peut monter à 18-20%, la part alimentaire. Mais ce qui est terrible, c'est que l'alimentation n'est pas une dépense première, ce n'est pas une dépense dite contrainte, c'est une dépense d'arbitrage. Et moi, je crois, alors on a peut-être une différence là-dessus, mais ce ne sera pas très populaire que de dire que l'abonnement Netflix ou l'abonnement de téléphone ou une part des loisirs, on peut s'en passer. Moi, je crois vraiment que c'est pas rendre populaire, c'est de poser une autre contrainte aux gens. Par contre, là où on doit, à mon avis, là où on a des marges, c'est sur la question des transports. Parce que la part du transport dans le budget des ménages, elle est absolument conséquente et elle gagne. C'est une des parts qui gagne dans le budget des ménages. Le logement. On aurait, à mon avis, bien plus à travailler sur le coût des logements, sur l'accessibilité des logements. Moi, je dis, quand une maison elle prend 50 000 euros, comme on a connu en quelques temps au moment du Covid et de la sortie de crise en Bretagne, on a des logements qui ont pris 30, 40, 50, 60, 80 000 euros. Traduisez ça en pouvoir d'achat alimentaire sur la durée de remboursement du prêt. Ben, je peux vous assurer que vous redonnez de l'air. Vous redonnez de l'air aussi. Donc, un des boulots, pour le coup, ce n'est pas le boulot de la distribution, c'est le boulot aussi du politique, c'est de travailler sur ce qui va faire vraiment redonner du vrai pouvoir d'achat. Et moi, je pense que si on cible les transports, si on cible le logement, eh bien, à mon avis, on a déjà une partie des réponses. Et oui, sur l'éducation, évidemment, ça passe par là. L'éducation, quand on parle de la restauration, je n'ai pas cité de chiffres encore. De la maternelle jusqu'à l'université et l'enseignement supérieur, en Bretagne, c'est 125 millions de repas qui sont servis chaque année. 125 millions de repas. 3,7 milliards de repas sont consommés chaque année en Bretagne. 3,4 millions de Bretons qui mangent 3 fois par jour toute l'année, ça fait 3,7 milliards de repas. 125 millions sur 3,7 milliards. Donc moi je veux bien que les collectivités en charge de cette restauration soient au centre du jeu, mais c'est un poids qui est politique, éducatif, mais c'est absolument pas un poids déterminant au niveau économique. L'économique, on va aller le chercher sur la RHD, sur la consommation des ménages. Mais oui, au fait de se réapproprier dès le plus jeune âge cette question de l'éducation, la façon dont on va cuisiner, la façon dont on va produire.
Merci Arnaud Lécuyer. Enfin, grande responsabilité pour vous, Sébastien Bis. Il va vous revenir vraiment le temps aussi de la conclusion des conclusions. Merci. Comme je comprends que j'ai une demi-heure, ça me permet de... Non, plus sérieusement, d'abord, trois choses en fait très simples. Coût de l'alimentation, valeur, un peu d'expérience. Le litre de lait, 1 € c'est cher. Inviter le consommateur à aller essayer tout seul de produire un litre de lait, il va vouloir que ça coûte 30 balles. Deuxième chose, on veut de la souveraineté alimentaire en France et une agriculture qui soit encore présente. Ça n'aurait aucun sens de désagricoliser la Bretagne, ni de ses producteurs, ni de ses outils industriels. Troisième chose, vous savez, je suis court. Hein. C'est bien. Vous l'avez dit, mais j'y tiens beaucoup depuis des années, c'est que dans ce pays, nous séparons artificiellement, même si les espaces sont différents, les politiques sont différentes, les pratiques sont autres, etc., nous séparons artificiellement agriculture et pêche et aquaculture. Or, je rappelle que dans notre plus grande dépendance alimentaire française, nous parlons des produits de la mer. 90% des poissons consommés en France sont importés, avant même les importations qui pourraient grandir. Parce qu'en gros, on fait des coquillages et quelques bricoles pour les fêtes. Donc, on a refusé de développer l'aquaculture, même s'il y a quelques projets, il y a des choses, mais il va falloir y aller à fond, parce que les Français consomment plus de poissons que d'insectes aujourd'hui pour aller chercher des protéines alternatives. La pêche, il y a le sujet Brexit, il y a plein de choses, mais on trouve des poissons dans vos magasins. Donc, il est temps en France, et là aussi j'interpelle les pouvoirs publics, qu'on arrête de séparer la pêche, l'aquaculture, qui est d'ailleurs un peu souvent mis comme au coin des sujets de production, de transition. Puis en gros, le seul sujet, c'est les dauphins et les filets de pêche, quoi. Donc, on a à recombiner le vert et le bleu, et vous l'avez dit, il paraît que la Bretagne a quelques bords de mer. Je trouve que c'est une région qui pourrait exprimer quelques conjugaisons de couleurs entre le vert et le bleu et peut-être prendre un leadership en la matière en France. C'est une très belle conclusion. Merci. Je crois qu'on peut vous applaudir tous les quatre. Sébastien Bis, directeur général du Club des Metteurs. Merci Arnaud Lécuyer, vice-président à la région Bretagne. Merci Dominique Schelcher, qui adore la Bretagne, on le sait, et ça s'est encore vu ce matin, président de Système U. Et puis merci, grand merci à vous Serge Lebars, vraiment président de Reden. C'était du reste votre plénière, ici dans ce grand auditorium du Palais du Grand Large, la plénière Eureden. Merci à vous toutes et tous d'avoir participé. Très belle journée, très bon forum.